Madame de Beaufort, pouvez-vous nous dire comment vous avez réussi à en arriver à cette révolution du 15 décembre 2019? Oui, tout à fait. Non, ça marche? Oui, ça marche. Ok, bonjour à tous. Alors effectivement, ça ne s'est pas fait en un jour. Le projet date de 1912 au départ, donc effectivement, on a remis la chose, l'ouvrage sur le métier, comme on dit, à partir de 2007. Et on a travaillé, non pas tout seul, canton de Genève, mais en grande collaboration avec les partenaires du Grand Genève. Donc la particularité, je vais revenir un peu sur la particularité du Grand Genève parce qu'on est situé entre la Suisse et la France. Donc on a deux pays, il y a deux cantons puisque le canton de Vaud participe aussi à cette aventure du Léman Express. Deux départements, l'un et la Haute-Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une particularité aussi, c'est le poids de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Suisse qui sont à peu près comparables. Donc, tant qu'on était sur Rhône-Alpes, on était en termes de kilomètres carrés à peu près équivalent à la superficie de la Suisse, et en termes de population d'habitants, on est à peu près équivalent également. Alors, Monsieur Duplessis en parlait tout à l'heure. Effectivement, on est dans une région avec un très fort essor économique et démographique, avec une région d'un Grand Genève de plus d'1 million d'habitants, dont 525 000 dans le canton, et des horizons de développement, horizons 2030 et 2050, qui sont importants, puisqu'on attend plus de 200 000 habitants dans le Grand Genève à l'horizon 2030, avec la création de 100 000 emplois, dont 100 000 habitants à Genève et 70 000 emplois sur le canton. On a également sur 2050 cette croissance qui continue avec l'arrivée de 400 000 habitants plus 165 000 emplois et à Genève 160 000 habitants et 95 000 emplois dont 55 000 actifs frontaliers qui sont attendus. Donc la particularité, c'est également cette configuration atypique. On en parlait tout à l'heure avec la frontière avec la France qui est de 107 km. On a 107 km de frontière, dont 4 avec la Suisse uniquement. On a l'originalité aussi, c'est le nombre de postes qui sont sur la partie suisse. Sur les 425 000, il y en a 160 000 qui sont occupés par des non-résidents, donc 105 000 frontaliers français, 30 000 Vaudois et 25 000 Suisses qui résident en France. Donc on a 630 000 passages aux frontières par jour, avec une part modale qui est assez faible en transport collectif puisqu'elle est de 20%, avec une grosse disparité quand même entre la France et la Suisse. Entre la France, on est à peu près à 10% de part modale, contre 33% sur la partie vaudoise. Et sur côté France, on a également une disparité puisqu'on est en fonction de la frontière entre 3 et 4% pour Saint-Julien, par exemple, et le Chablais, contre 14% pour l'Ain et 23% pour la partie annemassienne. Donc ce qu'il y a, c'est que la ville double chaque matin. Il y a à peu près 70% des emplois qui sont dans le cœur de Genève. Donc ce qui fait qu'on a quand même beaucoup d'encombrement aux frontières et sur le réseau. Sur le réseau. Donc quelle est notre réponse par rapport à ça? On a... Attendez, je vais juste déplacer ça. On a le réseau TPG qui comprend 76 lignes commerciales. Donc on a 5 lignes de tram. Pour 40 km de ligne, on en a 13 qui sont en cours d'autorisation ou de travaux. Donc on compte les prolonger. On en a prolongé, M. Duplessis le disait tout à l'heure, sur Annemasse et on continue à prolonger sur Annemasse. On a 18 en cours de planification à l'horizon 2030-35. On a 6 lignes de trolleybus. On a 65 lignes de bus pour 800 000 voyageurs par jour environ. Alors, le Léman Express, si on arrive à cette infrastructure Céva-Cornavin-Ovive-Annemasse, à l'origine, on avait 2 gares à Genève, la gare de Genève-Ovive pour tous les trains qui arrivaient de la Haute-Savoie et la gare de Genève-Cornavin pour tous les trains qui arrivaient du sillon alpin, de Grenoble, Chambéry. Avec la réalisation du Céva, on a réussi à relier 45 gares de part et d'autre de la frontière pour 230 km de ligne, avec une infrastructure de plus de 2 milliards d'investissements par la France et par la Suisse. Alors la desserte du Léman Express, c'est 6 liaisons entre Coppet, Genève et Annemasse, donc 4 Léman Express entre Coppet et Annemasse, plus complété par 2 Régio Express, des CFF,
Sur ces 4 trains, 3 sont prolongés sur la partie Haute-Savoie, donc un vers Évian, un vers Saint-Gervais et un vers Annecy. Donc vous avez 2 relations par heure en direct ou en correspondance chaque matin aux heures de pointe et aux heures du soir, de pointe du matin et du soir. Vous avez également le réseau, la ligne L5 entre Genève et La Plaine qui toutes les 30 minutes et entre Genève et Bellegarde, toutes les heures aux heures de pointe, une liaison. Donc vous avez ici un peu le thermomètre de la ligne, donc avec ces 6 lignes commerciales et RER qui sont complétées sur le réseau central par les Régio Express qui auparavant ne s'arrêtaient que dans 2 lignes, dans 2 gares, Lancy-Pont-Rouge et Genève-aux-Vives, et qui depuis décembre 2024 s'arrêtent dans toutes les gares du CEVA, donc les gares de Genève-Champel, Chênebourg, Bachet. Auparavant, ces trains ne s'arrêtaient pas pour des questions de taille, de longueur de quai. Et vu le succès du Léman Express, on s'est dit que les arrêts supplémentaires étaient les bienvenus. Donc vous avez ici la fréquentation. Donc effectivement, on s'aperçoit que depuis 2020, la mise en service de janvier 2020, on a une augmentation qui est assez exceptionnelle, puisqu'on souhaitait atteindre 50 000 voyageurs au bout de 4 à 5 ans à moyen terme, et qu'on l'a atteint dès octobre 2021. Et que maintenant, on a aussi atteint 70 000 voyageurs en novembre 2023. Et que ça continue à grandir, et que vraiment c'est un succès, et que les gens se sont vite appropriés ce nouveau moyen de transport. Donc sur la gouvernance, on en parlait tout à l'heure, ça n'a pas été effectivement très simple à mettre en place. On a travaillé avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien évidemment, l'OFT, donc l'Office fédéral des transports, le canton de Vaud, le canton de Genève et les entreprises ferroviaires. On a signé en 2008 un protocole d'accord pour qu'on travaille en commun jusqu'à la livraison de l'infrastructure CEVA. Et donc, à l'heure actuelle, on a un système où on commande, la région Auvergne-Rhône-Alpes commande l'offre directement à la SNCF. Nous, en collaboration avec l'Office fédéral des transports et le canton de Vaud, on commande notre offre. Et puis, on a l'EMANIS qui fait la jonction au niveau du marketing, de la communication et de la coordination des offres. Et le suivi de la qualité, mais ça, Blaise vous en parlera tout à l'heure. Donc on a, dans cette feuille de route qu'on avait entre autorités organisatrices de transport et entreprises ferroviaires, on avait un certain nombre de thèmes qu'il fallait harmoniser. Donc il y avait l'offre de transport, la construction de ce qu'on appelle le réticulaire, donc l'offre d'une offre de voyageurs 24 heures sur le week-end, les fêtes. On avait tout ce qui était service aux voyageurs qu'il fallait harmoniser également. Donc là, on parle de l'accueil des 2 roues, c'est parce qu'on a réussi à harmoniser le plus, puisque c'est toujours gratuit sur la partie française, mais payant sur la partie suisse. En revanche, on a fait un travail sur la prise en charge des PMR, sur l'information voyageur, qu'elle soit équivalente, qu'on soit à bord ou dans les gares, ou tout ce qui était numérotation de lignes, information en temps réel dans les trains. Donc ça, c'était un gros travail. On a travaillé sur le matériel roulant pour avoir des types de matériaux qui soient équivalents en termes de confort, en termes de puissance, sur la sécurité, sur la sûreté, sur la tarification. Donc il y aura un atelier tout à l'heure, je pense qu'on se sera développé, sur la distribution, sur les modalités intégrées, donc tout ce qui était aussi intermodalité qu'il a fallu mettre en place. Et puis maintenant, on a beaucoup parlé là, de choc d'offres et c'est compliqué à mettre en place quand on a un réseau qui est un peu contraint. Nous, on manque de matériel roulant à l'heure actuelle. Alors ce qu'on a essayé de faire quand même, c'est que depuis décembre 24, côté suisse, on offre un service minimum 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je crois qu'on est le premier RER à faire ça côté suisse. Côté France, il y a encore des enjeux de renfort de cadence le week-end et d'augmentation d'amplitude. Donc, on va aussi commander du nouveau train à l'horizon 2032 pour pouvoir augmenter la taille des rames et on souhaite acquérir du matériel de niveau pour augmenter de 50% à peu près les places offertes. Et puis, on a des projets de développement du réseau à long terme. Donc j'en parlais tout à l'heure, en 25-26, c'est la circulation du Léman Express 7 jours sur 7. On espère, on travaille avec les CFF pour développer une nouvelle offre régionale,
ce qu'on appelle la L7, qui permettrait de se rendre d'Annemasse à l'aéroport en direct sans passer par Cornavin avec un changement, et qui permettrait aussi de desservir la zone industrielle de Mérins-Imesa, donc c'est du côté de l'aéroport. Donc ça, on pense pouvoir mettre en place une offre en 2026, mais qui serait restreinte de quelques trains, 5-6 trains à l'heure actuelle. On a en 2032 l'arrivée du nouveau matériel roulant. En 2038, il y a la gare souterraine de Cornavin qui s'agrandit avec 2 voies supplémentaires en souterrain, ce qui nous permettra d'augmenter la cadence entre la Genève et la Plaine dès 2038. Donc là, on passera au quart d'heure. Quand on passe au quart d'heure sur cette ligne, on arrive à passer à la demi-heure sur Bellegarde, sur Genève-Bellegarde. Et en 2040, nous, on souhaite aussi ouvrir une nouvelle gare du côté de Châtelaine, puisqu'il y aura des projets d'urbanisation dans cette zone. Voilà, et puis ça a été évoqué tout à l'heure, le canton de Genève a développé une vision stratégie cantonale sur 2025-2050 avec une nouvelle liaison entre le Salève, le pied du Salève et le pied du Jura. L'objectif, ce serait de se connecter à la ligne du pied du Salève, donc Bellegarde-Annemasse. Et ce serait une ligne qui serait indépendante du réseau Grande Ligne ferroviaire pour avoir un peu plus de souplesse, avec un train léger souterrain. Et donc le projet, ça s'inscrit dans le développement régional à l'échelle transfrontalière. Donc ce serait une ligne d'une vingtaine de kilomètres qui permettrait d'avoir des gares à moins de 750 mètres pour 50% de la population et 70% des emplois. Juste petite précision, quand on a créé le Léman Express, maintenant on a 80% des habitants et 86% des emplois qui sont situés à moins d'1,5 km d'une gare. Donc le potentiel de fréquentation, c'est 160 000 voyageurs par jour, un projet estimé à 4 milliards qui serait financé en partenariat avec la Confédération. Je pense qu'il faut qu'on trouve des nouvelles formes de financement. Et puis l'objectif, c'est de le mettre en service à l'horizon 2040 dans une première phase et 2045 pour l'ensemble du projet. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure, l'infrastructure c'est long et c'est un temps long à mettre en place, mais on a quand même une volonté d'aller dans ce sens. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, la symétrie que vous avez dessinée entre la Suisse et la région Auvergne-Rhône-Alpes a quand même des limites, je pense, parce que le canton de Genève concentre, je pense, davantage de compétences et de marge de manœuvre pour piloter une politique de transport que les 2 collectivités qui vont maintenant s'exprimer et qui en ont chacune une parcelle, ce qui nous ramènera peut-être à ces questions de gouvernance. En tout cas, pour ce qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, Madame Avocat, pouvez-vous nous raconter comment vous avez accompagné le développement du Léman Express ? Alors, je ne vais pas intervenir dans l'immédiat. On a un petit sujet de présentation et de bon PowerPoint à trouver. Du coup, je vais passer la parole à Blaise sur l'aspect... du coup, je te prends un petit peu au débeauté sur la fréquentation, la qualité de service, etc. Donc la parole peut-être à vous pour le pôle métropolitain et le partenaire de proximité. Du coup, pas de présentation non plus, j'imagine, mais il n'y a pas de souci. Je vais parler à travers, mais je pense que j'ai moins besoin peut-être de présentation du coup que les autres. Je voulais remercier effectivement toutes les informations que vous avez données sur le Léman Express. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, la forte démographie, le nombre de frontaliers, l'attente démographique dans les prochaines années. Je crois que tout ça a déjà été dit. Je vais juste revenir sur un chiffre. Aujourd'hui, vous avez dit 130 000 frontaliers. Donc on a effectivement 525 000 habitants dans le canton de Genève, 425 000 emplois. Et dans les emplois, il y a 130 000 emplois frontaliers. Ça fait une hausse de 3% environ par an. Et le Léman Express, on l'a dit, 80 000 passagers par jour.
Et ce qui est intéressant à noter pour nous, collectivités, ici, c'est que tout à l'heure, Christian a dit 80 000 passagers par an, c'est beaucoup, victime de son succès, donc du coup, on peine un petit peu à continuer à suivre. Moi, j'ai presque envie de dire, c'est victime de son succès, oui. C'est la fameuse première étape dont vous aviez parlé tout à l'heure, le squelette de départ. Mais surtout, en termes de frontaliers, ce n'est que 5 à 6% des frontaliers. Ça veut dire que ce Léman Express, il fonctionne aussi pour la circulation interne. Les 80 000 passagers par jour, c'est des Suisses, des Genevois qui vont à Genève, des gens de Eaux-Vives, etc., Chênebourg, et puis des Français qui vont en France, qui vont de Thonon à Annemasse, par exemple. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le Léman Express, actuellement, il n'absorbe que 5 à 6% des frontaliers, et c'est pour ça qu'on a encore énormément, on n'a que 20% de part modale de déplacement frontalier qui est très faible par rapport à ce qu'on pourrait espérer, et pour ça, il faut arriver à avoir plus de trains, cadencer plus, à faire plein de choses, mais surtout également à mettre en place tout l'écosystème intermodal qui va nous permettre aussi de mettre justement de faire en sorte que on réponde à une demande à l'échelle d'un bassin de vie et pas seulement à des frontières administratives, des EPCI, de savoir quelle est la compétence, à quelle échelle, et donc de se dire que finalement, aujourd'hui, ce qu'on doit mettre en place, c'est à réussir à structurer le service, les accès, la desserte urbaine et périurbaine, étant maire de Machilly, je tiens à dire et périurbaine, et que cette intermodalité doit se développer avec le BHNS, le vélo, le covoiturage, enfin tous les autres types de modalités. J'ai presque envie de dire la bonne modalité, la bonne mobilité à la bonne échelle, avec le bon niveau de compétence, parce qu'elle doit nous permettre à un moment donné de fluidifier le parcours usager, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est le parcours usager au porte-à-porte, aux heures creuses, aux heures de pointe, et aussi les loisirs. 25% de l'usage du Léman Express est fait pour les loisirs aujourd'hui. Et donc, quelque part, le CERM aujourd'hui, ce qui est intéressant pour notre collectivité, c'est que justement, c'est le levier qui va nous permettre de structurer l'ensemble de ces services. Et la première étape, ça sera cette convention qui va être signée entre l'État, la région, le département, le canton de Genève, le pôle métropolitain, toutes les EPCI autour, le SIAC, le syndicat d'aménagement du Chablais. Et normalement, au printemps, on devrait arriver, enfin, j'annonce peut-être, oui, normalement, au printemps, on devrait arriver à signer cette convention pour arriver à faire un diagnostic complet pour une meilleure intermodalité de tous les services et construire autour de ce premier squelette, de cette colonne vertébrale qui devrait permettre le retour, l'ensemble de la structuration de l'offre de transport public. On peut voir puisque maintenant on a la présentation, sur cette présentation qu'effectivement on a reconfiguré 10 gares et on a mis en place le tramway, on a des bus on doit mettre en place des bus à haute fréquence, et puis on a également 200 km de pistes cyclables qui doivent aussi être mis en place. Alors là, je crois que on a... Attendez, excusez-moi, je vais faire comme ça. Non, c'est pas ça. Parce que là, du coup, on voit plus du tout. Donc, je vais faire comme si je n'avais pas de PowerPoint à nouveau et continuer à vous parler de tous les services mobilité qu'on va mettre en place dans l'ensemble de notre territoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les transports en commun, actuellement, on a 3% des gens qui vont à la gare en trottinette, 6% seulement en vélo. Ça, c'est un chiffre, je pense, qu'il va vraiment falloir augmenter. Et donc, ça veut dire, effectivement, tout ce qui est service, consigne, tout l'écosystème vélo à construire de manière aussi plus sécuritaire. Donc, pas seulement les infrastructures qui nous mènent aux gares, mais également aussi les bonnes attaches, la bonne sécurité, enfin voilà, les casiers, parce que quand il pleut, je vous assure,
pour faire tous les trajets à vélo quand il pleut. On a besoin de faire sécher nos habits quelque part aussi. On a 20% qui viennent en transport en public et là, on doit continuer à l'organiser et on doit continuer à essayer de faire en sorte que les cadencements de bus arrivent au moment des horaires du Léman Express, par exemple, hein, ça c'est pas mal, et surtout de travailler sur le bassin de personnes qui vont prendre le train à telle gare. Parce que finalement, on n'a pas envie aujourd'hui que des gens de Thonon viennent se garer au centre-ville d'Annemasse, ce qui est le cas, parce qu'il y a plus de praticité, parce que l'ensemble du parcours entre l'abonnement du transport public et le ticket du Léman Pass, eh ben, si vous le prenez depuis Annemasse, ben, ça fait moins cher. Enfin, il y a tout un ensemble comme ça de choses dont qu'il faut arriver à comprendre et à organiser un petit peu mieux. Et puis, il y a 49% des gens qui vont prendre le train à pied. Alors ça, c'est très bien. Donc, on le comprend dans les zones très urbaines. Bien sûr, hein, à Genève, comme vous avez dit, 70% des gens à 750 mètres d'une gare. Donc ça, c'est vraiment très bien. Dans les autres collectivités, dans le périurbain, ça veut dire aussi que les collectivités doivent arriver à piétoniser les centres, à arriver à complètement sécuriser aussi l'accès, ce qui va se faire dans mon petit village notamment. Parce que les attentes des habitants, bah c'est quoi je crois que c'est l'Emanis qui a fait un sondage qui montre que 39% des gens aimeraient une amélioration des transports collectifs de rabattement. Donc c'est ça qui a renforcé. 23% aimeraient des mesures relatives au stationnement et notamment avec une diminution des tarifs de stationnement. Donc oui, il faudra qu'on travaille à la coordination de la tarification des P+R. Donc notamment, je regarde mes collègues du Chablais, notamment avec le Chablais par exemple. Hein, on a tout un travail à faire sur la cohérence, la sécurité des parkings, etc. Et puis 22% disent qu'ils ne prennent pas le vélo, tout simplement parce qu'ils cherchent des voies cyclables, ils veulent pouvoir stationner le vélo en gare. Et donc il y a tout cet écosystème, comme j'ai dit, qu'il fallait mettre en place. Pour la suite, donc on s'aperçoit que très vite, ben voilà, on arrive tout de suite à cette politique tarifaire coordonnée pour faire face à la saturation. Pour l'instant, il y a 12 500 places dans les P+R dans le Grand Genève. D'ici 2030, on aimerait en avoir 19 200. Dont un certain nombre en France pour qu'il y ait une place en France pour une place en Suisse. Mais c'est vrai que là, on a besoin vraiment d'avoir un plan pour que les gens puissent se garer au plus proche de chez eux et pas en fonction d'un certain nombre d'autres stratégies de mobilité, de facilité, parce que on doit faciliter cette stratégie-là. Alors, ensuite, attendez, j'essaie de changer. Voilà. L'autre enjeu dont vous en avez parlé, c'est le réseau de bus connectés au Léman Express. Alors, si on a dans les centres urbains très denses, on a des réseaux de bus qui sont connectés et qui sont très denses. Dans le milieu périurbain, ben voilà, on peut avoir un transport à la demande une fois par heure et donc du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à organiser et c'est à nous de faire ce genre de choses. Mais c'est surtout un enjeu de billettique. Quand vous devez prendre 3 billets différents pour aller d'un point A à un point B, quand vous n'avez pas de cohérence tarifaire, ça devient très compliqué. Une petite parenthèse sur la suppression des zones blanches. Alors ça, je vous assure, c'était dans les notes qu'on m'a transmises. C'est pas parce que je suis la maire de Machilly que je vous le dis, mais par exemple, à Machilly, on est dans la zone tarifaire 210 des transports collectifs bus, mais qui ne comprend pas la tarification du train. Donc si je prends un Léman Pass, je ne peux pas prendre les bus d'Annemasse, par exemple, parce qu'il y a une zone blanche à ce niveau-là. Il y a un certain nombre d'endroits où il y a des murs tarifaires, des coupures qui sont un petit peu incohérentes et un peu difficiles à comprendre. Et c'est vrai que là, c'est une question de gouvernance territoriale, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans un bassin de vie, on n'est pas dans des bassins administratifs. Et c'est là où, pour l'usager, il vit dans un bassin. Il n'a pas besoin de savoir que parce qu'il est passé à Thonon-Aglo, à Annemasse-Aglo ou à la CCG, il doit changer de système, un nouveau ticket, etc. Et il faut que ça soit fluide, le plus fluide possible. Et c'est pour ça que c'est cette question d'AOM. Et donc, c'est pour ça que le 1er juillet,
La CCG et Annemasse Agglo vont transmettre la compétence AOM au pôle métropolitain et on va travailler de manière beaucoup plus collaborative, justement, du coup, sur ces questions-là. Et donc, pour finir, le réseau vélo en rabattement qui doit se débattre, hein, comme j'ai dit, on doit pouvoir faire de l'intermodalité, trouver des alternatives à l'autosolisme. Et donc arriver à faire ces 500 km d'itinéraires cyclables en rabattement. Il faut savoir que 3 km en vélo, ça se fait. Et par rapport à ces services, hein, on est en train de travailler avec le Grand Genève, justement, sur un service de vélo en libre service qui pourra traverser la frontière. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous permettra d'arriver à changer ces parts modales qu'on aimerait transformer. Et donc, en conclusion de ma présentation, j'aimerais dire l'intermodalité, oui, 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 bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'on se heurte à la voiture. Et la voiture, c'est quoi? C'est la facilité, la fiabilité. En gros, je prends ma voiture quand je veux, où je veux, et je pars quand je veux, et je sais que je ne peux pas être bloqué. Alors, et c'est là où on doit vraiment réfléchir toute cette stratégie par rapport aux pratiques du quotidien, prix, confort et gain de temps. Si vous mettez moins de temps en voiture que vous mettez en transport public, bah, vous prenez la voiture. Quel que soit, parce que ce calcul que vous avez donné au départ, de dire que une voiture, ça coûte 600 € par mois, eh ben, c'est pas un calcul que les gens font parce qu'ils le comptent sur l'essence qu'ils vont mettre au moment, et puis ils vont comparer ça au prix d'un ticket de train ou de la difficulté de prendre le train ou des horaires qui sont pas décalés ou d'avoir à changer 3 fois de transport pour arriver. Et donc, s'il faut vraiment être convaincu pour prendre le transport public, ça ne s'adressera qu'aux convaincus et on fera juste des changements de part modale entre des gens convaincus d'une modalité à une autre. Et donc il faut arriver à convaincre d'autres gens de changer et de montrer que toutes les mobilités à la bonne échelle. Et moi j'ai envie de dire d'essayer de changer la mobilité réflexe à la voiture vers une mobilité réfléchie aux usages qu'on veut au quotidien. Voilà, merci. Merci infiniment, en effet, d'avoir rappelé que ces enjeux sociaux évoqués au début d'après-midi par Jean-Claude Degan ne coulent pas de source et ça suppose quand même l'adhésion des personnes. Ce qui m'amènera certainement, si on a le temps, je l'espère, à la fin de cette table ronde, d'évoquer aussi l'enjeu climatique qui est derrière ces SERM et d'évoquer la question de la sobriété foncière. Est-ce qu'elle est favorisée par les SERM? Est-ce que le Léman Express détient le recul qui permet de le dire? Comment accompagner sur le plan de la planification urbaine cette planification des transports pour que ce soit le cas? Mais pour l'instant, place à la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc Madame avocat, comment la région a-t-elle accompagné ce grand projet? Merci. Alors pour ma part, ça sera un propos qui permettra de montrer comment on est passé du LEX au SERM. Et finalement, j'aurais dû mettre au SERM au pluriel, parce que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est effectivement, on s'est appuyé sur le retour d'expérience, le partenariat, etc., mis en place dans le cadre du LEX, pour se dire, finalement, la loi SERM, c'est une opportunité, et c'est une opportunité pour regarder comment améliorer la mobilité dans les territoires périurbains de la région. Et du coup, l'idée de retenir 6 territoires sur lesquels des projets de SERM sont appropriés, avec l'ambition de se dire, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on peut, via des SERM, couvrir 80% de la population et offrir via ces 6 SERM des solutions de mobilité à 6 millions des 8 millions d'habitants de la région. Cette ambition, on a pu l'avoir parce que il y a déjà effectivement le LEX qui est le premier RER transfrontalier à être en service. Et le LEX, c'est l'illustration que, à partir d'une infrastructure et d'un maillage en infrastructure, on arrive à poser un projet de mobilité multimodale et de mobilité servicielle.
La démarche qui est en cours au niveau de la région, c'est effectivement, on la matérialise à travers et à partir de l'obtention du statut de la labellisation de CERM qui a été donné par l'État au début de l'été. Et grâce à cette labellisation, la région s'est appuyée et continue à s'appuyer sur la Société des grands projets, SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexion. Et c'est dans ces instances-là qu'on mobilise un partenariat, j'en parlerai par la suite, mais un partenariat consistant pour mener à bien ces démarches. Aujourd'hui, on est dans une phase d'initialisation de la préfiguration et ça va se traduire par l'élaboration d'un dossier de demande de statut qui sera constitué autour de 3 objets principaux. D'une part, l'élaboration d'un schéma d'ensemble. On le verra sur ce vaste territoire, on a déjà pas mal de réflexions. Alors, elles ont des niveaux de maturité plus ou moins importants selon les acteurs. Mais voilà, il va s'agir d'orchestrer, d'organiser ce schéma d'ensemble et d'y assortir une réflexion à la fois sur le modèle de financement, on en a parlé, comment on va réussir à financer tant les investissements que l'exploitation et quelles seront les recettes mobilisables à ce service. Et puis aussi, autre objet, la gouvernance. Quelle sera l'instance et les modalités de gouvernance les plus adaptées à ce vaste territoire et à tous les enjeux qui l'accompagnent. Les partenaires qui se sont réunis à plusieurs reprises ont exprimé un certain nombre d'intentions et d'ambitions en s'appuyant sur les objectifs de la loi CERM. Et collectivement, ils se sont mis d'accord sur un certain nombre d'éléments. Le premier d'entre eux étant de se dire on a besoin de promouvoir une mobilité plus durable, diminuant les émissions de gaz à effet de serre et intégrant une stratégie d'aménagement du territoire en phase avec les enjeux de la transition énergétique. On voit bien à travers ça la juste articulation aménagement-déplacement. C'est aussi l'idée, parce que ça a été rappelé, c'est un territoire qui souffre de problématiques de congestion. Donc le besoin de répondre aux problèmes de congestion, compte tenu de la forte augmentation des déplacements, qu'il s'agisse de déplacements transfrontaliers ou de déplacements internes. C'est aussi le besoin de s'appuyer sur une vision intermodale complète des solutions de déplacement en se disant c'est bien la complémentarité des solutions qui permettra les bonnes réponses et non pas l'opposition des modes renvoyés dos à dos. C'est aussi bien sûr le sujet de la facilité des déplacements pour l'usager en ayant une vision multimodale, intermodale et en communiquant sur ces dimensions-là. C'est un point et un point très important de la démarche, le fait que les partenaires ont des aspirations qui peuvent être différentes et il n'y a pas d'opposition entre le fait frontalier. Il a bien été indiqué qu'on était sur un territoire à attractivité économique, démographique importante. Donc on a besoin de répondre à ces dynamiques de déplacement et ces dynamiques de territoire en lien avec le transfrontalier. Mais il y a aussi un rythme de développement et de vie des autres territoires qui est à prendre en compte. Et du coup, l'objet de ce CERM, c'est aussi la bonne conjugaison de ces différentes dynamiques. Et puis c'est enfin, comme ça avait été rappelé tout à l'heure, le besoin d'une solution soutenable financièrement, s'appuyant sur une gouvernance adaptée. Alors les partenaires et la gouvernance, c'est une phase qui est importante dans la construction d'un projet de CERM, et d'autant plus sur ce territoire où on a 9 autorités organisatrices de la mobilité locale, 2 syndicats mixtes, le pôle métropolitain, voilà, dont ma voisine est élue, et puis autre syndicat mixte, le syndicat mixte pour l'aménagement du Chablais. Donc voilà, un vaste partenariat, et un partenariat qui reflète les enjeux qui sont à prendre en compte globalement. Et du coup, sur ce vaste territoire, on voit qu'on a besoin d'aller au-delà du périmètre sur lequel on a travaillé le Léman Express jusqu'à présent. On a besoin d'aller jusqu'à Annecy pour des sujets de desserte périurbaine. On a besoin d'aller jusqu'à Évian et peut-être encore un petit peu plus à l'est
pour la desserte Sud-Léman. On a besoin d'aller jusqu'à Saint-Gervais et de travailler la desserte d'une zone d'emploi qui est celle de la vallée de l'Arve, et puis peut-être d'aller aussi plus finement à l'ouest et au sud dans l'Ain, avec des extensions envisageables du Léman Express sur ces deux branches à l'ouest. Alors, les ambitions pour les dessertes périurbaines ferroviaires, c'est vrai que dans un premier temps, on a essentiellement regardé le volet ferroviaire, et je m'inscris tout à fait dans les propos de Monsieur Allary. Effectivement, c'est une démarche en marche d'escalier qui est envisagée, puisqu'on a des besoins et des ambitions dont les réponses vont intervenir dans des temporalités différentes. Il y a en premier lieu le sujet de l'amélioration des conditions d'emport. Emmanuel en a parlé. Le LEX est aujourd'hui victime de son succès et on a besoin d'envisager l'acquisition de matériel plus capacitaire avec, en corollaire de tout ça, des aménagements sur les infrastructures de certaines gares ferroviaires. On a aussi besoin d'une fréquence accrue sur certaines branches du LEX, et c'est notamment la question de la desserte du périurbain d'Annecy sur la branche entre La Roche-sur-Foron et Annecy. Et puis, une fréquence et une attractivité à développer dans la vallée de l'Arve pour que la desserte entre La Roche-sur-Foron et Saint-Gervais puisse offrir une alternative crédible à la voiture. Et c'est là aussi, dans ce projet de SERM, on va devoir trouver des solutions pour la desserte de zones d'emploi. C'est bien sûr aussi une amplitude de services accrue. Certains axes ont bénéficié de développements importants dans le cadre du LEX en 2019, mais sur d'autres, ça n'a pas pu être fait dans cet horizon-là. Du coup, le SERM aura aussi pour ambition d'arriver à standardiser, homogénéiser les niveaux de service. Et puis, c'est aussi la possible irrigation plus fine des territoires, parce que le fait frontalier, il s'amplifie et il gagne d'autres territoires, et par conséquent, des possibles extensions et dans l'Ain, avec des branches qui s'étendraient vers Nurieux et vers Culose. Et puis potentiellement la remise en service de la ligne Sud-Léman avec des dessertes venant du canton du Valais qui seraient prolongées jusqu'à Saint-Gingolph. L'articulation avec les projets du canton de Genève est bien sûr prise en compte. Comme le disait Emmanuel, des travaux sur la gare de Genève qui permettront d'avoir des fréquences accrues sur Genève-Bellegarde. Et c'est cet accroissement de desserte sur l'axe Genève-Bellegarde qui serait le support et la possibilité de développement ultérieur dans l'Ain. Voilà, mais tout ensemble. Donc il y a un petit canevas pour rappeler qu'on va travailler rapidement et que ce travail rapide dans l'élaboration du dossier de préfiguration, il va supposer que l'ensemble des partenaires se mobilisent, mais c'est déjà le cas depuis quelques mois, se mobilisent pour travailler sur un schéma d'offres qui sera en parallèle travaillé avec le modèle de financement et puis le modèle de gouvernance, et que même si aujourd'hui le partenariat est vaste, malgré tout on s'appuiera sur un dialogue territorial important tout au long de la démarche, ce qui signifie que vraiment on ira voir l'ensemble des acteurs dans l'objectif de co-construire un projet qui soit au plus proche des intentions des partenaires. Merci beaucoup et bravo aux trois collectivités qui se sont exprimées. Alors, Monsieur Pawlikowski, le lien et l'incarnation de la coopération transfrontalière, c'est cette société Lemanis. Cela étant, on a quand même entendu la maire de Machilly dire qu'il y avait encore des trous dans la raquette. Est-ce que vous pouvez nous présenter Lemanis et où se trouvent les gisements de progrès pour fluidifier complètement cette intermodalité et mettre fin
au mur dont a parlé Madame la maire. Alors, merci. Alors, mon micro fonctionne. Voilà. Merci. Et puis, je commencerai par dire merci à vous tous d'être là. Merci d'être sur le territoire du LEX. Pour certains, je sais que vous avez eu l'occasion de découvrir le réseau ce matin en accompagnement des équipes de l'Emanis, que je remercie d'ailleurs, puisque je commencerai aussi par remercier l'ensemble des collaborateurs de l'Emanis. Je les présenterai, on est une bonne dizaine, mais surtout aussi tous les collaborateurs de CFF et de SNCF qui font tous les jours le succès du LEX. Et puis, on sait que c'est parfois difficile de faire partir les trains à l'heure. On verra que c'est un vrai succès pour nous. Mais je vois que c'est le cas aussi pour les PowerPoint. Donc, ça me rassure parfois dans notre quotidien d'opérateur du quotidien. Alors, on vous a préparé un petit programme pour muscler la fin de journée et puis muscler notre collaboration. Vous l'avez vu, on est sur un territoire où le transfrontalier est dominant. Dominant, on le parlait, pour le service, mais aussi pour notre collaboration. Et la force et le succès que vous avez évoqué, je vous remercie pour tous les témoignages positifs que je relayerai à toutes les équipes. C'est aussi le fruit, ce n'est pas une fatalité, et c'est le fruit d'un long travail. Il a été longuement présenté sur l'aspect des projets, des financements, de la collaboration transfrontalière, mais également pour nos collaborateurs. Et puis je retiens votre citation de tout à l'heure qui fait déjà le tour de l'Emanis, avec le Léman Express, le brouillard dans les termes français. On disait les Léman Express vivons plus grand. Aujourd'hui, on va reprendre votre point. Alors simplement, l'ambition de départ du LEX, pour ceux qui ont connu également le service avant, ça a été de gommer l'effet frontière. Gommer l'effet frontière, alors par l'infrastructure, par le service. On a évoqué les différentes manières de le concrétiser, mais c'est l'ambition de base qui était de gommer cet effet frontière entre les deux territoires qu'on vous l'a longuement présenté. Historiquement, avant le CEVA, évidemment, on n'avait pas de liaison ferroviaire directe. Pour ça, la clé du succès de départ, et là je salue, dont certains sont dans la salle et même sur scène, c'est l'ambition et le travail du projet. Il y a maintenant plusieurs dizaines, enfin une bonne dizaine d'années, et de trouver ce qu'on appelait le bon partenaire. Une clé du succès, ce que vous voyez à l'écran, c'est la manière dont très concrètement, on va dire collaborateurs français et collaborateurs suisses se sont mis au travail autour d'un projet commun dans un contexte, on l'a longuement évoqué en séance de début et de présentation, sur les sujets culturels, les sujets de moyens, les sujets de méthodologie de travail. Et toute cette ambition a été gommée par ce travail très collaboratif qui n'est pas une fatalité, mais qui a été quelque chose de construit, ce qu'on appelait l'effet miroir, et qui est aujourd'hui repris, notamment chez Eurobasilea par exemple, ou dans d'autres projets transfrontaliers. Première clé du succès. Deuxième clé du succès, on en est les représentants aujourd'hui, c'est l'Emanis. Donc la manière dont l'Emanis a été aujourd'hui, surtout dans l'exploitation, le garant de la bonne marche de cette offre Léman Express, donc transfrontalière, avec évidemment, encore une fois, des particularités suisses, des particularités françaises, et au quotidien, nous en sommes les garants chez l'Emanis, donc qui est une filiale CFF SNCF, les deux exploitants, et puis qui relie les intérêts communs des autorités organisatrices transfrontalières, avec 4 autorités organisatrices aussi pour la définition de l'offre et son exploitation au quotidien. Le bon mercato, Jenny Casabonne, que vous verrez tout à l'heure dans les ateliers, en fait partie. On parlait des différents services, donc une équipe réduite, frugale, agile, efficace dans ce monde transfrontalier, avec une partie liée à la qualité de l'offre produite, donc une équipe avec Moura Ali Adil, une équipe et la force du Léman Express, c'est aussi la manière dont on market le produit, le Léman Express, qui a une notoriété aujourd'hui sur le territoire, mais aussi de très forts partenariats locaux sur les échanges de visibilité, et puis la manière dont on va réussir un transfert modal, notamment aussi pour le loisir. Donc toute une équipe de 4 personnes au marketing, une équipe en charge des finances et
de la planification de l'offre. On évoquait tout à l'heure cette nécessité de bien coordonner les différentes offres. Et puis Mathieu Fleury, le directeur général, et puis moi-même qui le représente et qui représente aujourd'hui Nemanis. Et puis une baisse Great Place to Work avec une certification. Jenny est dans la salle, elle y est pour beaucoup. Cette slide, je ne vais pas revenir sur l'offre qui vous a souvent et longuement été présentée, mais simplement sur les 3 points que vous voyez dans les graphiques, en haut à droite, qui viennent compléter les propos de tout à l'heure sur le fait que le Léman Express n'est pas qu'une offre transfrontalière, mais bien une offre de service française, suisse et transfrontalière. Le premier point, c'est la répartition par pays. 78% des origines-destinations se font, des montées quotidiennes se font en Suisse, 22% se font en France. Là, on parle des montées quotidiennes dans le Léman Express. Le graphe du milieu, c'est la répartition trafic transfrontalier interne. 77% des OD et des déplacements se font dans le pays, en France ou en Suisse, et 23% seulement, j'oserais dire, par rapport à certaines visions du Léman Express, sont franco-suisses. Et puis, le dernier illustre que 47% des montées se font dans le cœur de réseau, c'est-à-dire dans le fameux CEVA d'époque, c'est-à-dire Annemasse Genève, vraiment le cœur, ce qu'on appelle le cœur de réseau, qui est cadencé à 6 trains par heure. Et puis un trajet moyen de 26 minutes environ, qui illustre aussi le fait que c'est également une partie hybride, en tout cas c'est une offre hybride entre du TER plutôt longue distance, mais aussi une offre très dense type mass transit. On a parlé du succès en termes de fréquentation. Sur cette slide, vous retrouverez les 60, 70 000, 80 000 aujourd'hui avec les années qui se superposent. Et puis aujourd'hui, ce qui nous importe aussi majoritairement est de venir réellement faire du Lex aussi un transport qui n'est pas que du domicile-travail, mais aussi beaucoup du loisir, en essayant d'aller répondre à cette offre de service les week-ends et en heures creuses. Et puis on a la chance cette année, enfin du moins en 2023, on n'a pas encore consolidé les chiffres 2024, mais plus de 20 millions de voyageurs par an, sachant qu'il y a 3 ans, on était à 10 millions. Donc on a presque doublé. Et là, ça vient tirer beaucoup d'autres sujets qu'on a pu évoquer sur les investissements, la modification des infrastructures. Aujourd'hui, on est sur des gares qui ont vu doubler, tripler, quadrupler leur fréquentation, ce qui pose évidemment, vous le comprendrez, beaucoup de questions. Donc 20 millions. C'est un beau chiffre. Et puis, on évoquait tout à l'heure les trains qui partent à l'heure et même un intervenant qui n'a pas pu venir. Bon, on a la chance, nous, au quotidien, grâce aussi au travail acharné. Je sais qu'il y a des opérateurs dans le coin et encore une fois, vous me permettrez de saluer, là on parle de ces succès-là, mais c'est 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, des centaines de collaborateurs qui font ce succès. Où en 2024, on a 98,5% de ponctualité fin de parcours, qui est pour ceux qui connaissent le ferroviaire, un score extrêmement satisfaisant. Mais vous voyez aussi, merci, je transmettrai les remerciements à tous ceux qui œuvrent. Vous voyez qu'en 2020, évidemment, lancement du Lex, évidemment des verminages, évidemment des sujets matériels, sujets infrastructure, exploitation, procédure. Et puis on voit un franc succès avec une ponctualité fin de parcours qui passe de 90,4 en 2020 à 95,5. Donc là, on a 2 minutes 59, donc plus de 5 points. Et puis un taux à 5,5 de 98,5, je le disais tout à l'heure. Et puis des offres réalisées à 2% de pertes, entre guillemets, qui est aussi un franc succès. Et puis, on le dit, 20 millions, c'est quand même quelque chose sur un territoire. Précision, on a un cœur de réseau en double voie, on a de la voie unique aussi avec toutes les difficultés que ça expose en termes d'exploitation. 20 millions et malgré tout, 17,3 en NPS, c'est-à-dire un indicateur de satisfaction client qui est très élevé. Et puis, on arrive à garder
malgré certaines encore difficultés, à garder une satisfaction client toujours à la hausse sur les années et malgré l'augmentation de trafic et les emports. On parlait tout à l'heure des difficultés d'emport, de victimes de son succès, dans le sens où évidemment nos trains sont presque saturés en heure de pointe. Un des enjeux du LEX était bien le report modal. Et quelques chiffres pour compléter, mais c'est vrai que c'est toujours délicat parce qu'il y a plusieurs chiffres, plusieurs études. En tout cas, les ordres de grandeur sont là. Vous retrouvez tout en haut à droite, moins 27% de véhicules à la douane de Tonnet entre 2019 et 2023, qui est la gare la plus compétitive, entre guillemets, avec le LEX sur la trajectoire. Et puis 79% de trajets entre Annemasse, Thonon et Genève qui se font en voiture. Alors on note une baisse de moins 10% quand même d'un report modal. Et puis pour finir, et vous savez, je crois entendu que j'y étais très attaché, c'est l'esprit Lemannis, aussi l'esprit de collaboration entre nos deux pays. J'ai toujours pour habitude de dire ici, je crois que c'est M. Dupessé qui le disait, on est réellement habitué à ce travail transfrontalier, à ce travail collaboratif. C'est presque normal pour nous. Et je trouve que ça fait du bien de temps en temps de se dire à quel point c'est aussi compliqué, mais à quel point on y arrive et que c'est notre quotidien. Et encore une fois, l'ensemble des équipes là que vous voyez, de chez Lemannis, mais aussi des deux gros opérateurs, CFF et SNCF, qui font la réussite de ce magnifique RER transfrontalier. Et voilà. Merci à vous. Sur ces... Oui, mais je vais encore poser quand même une question. Sur ces ruptures tarifaires, est-ce que c'est un problème franco-français sur lequel Lemannis ne peut pas intervenir ou est-ce que ça peut aussi faire partie de vos missions que d'essayer de franchir ces murs évoqués par Madame la maire? Alors je vais répondre, même si ce n'est pas à moi de répondre. Mais je vais répondre, c'est une chose peut-être qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que le Léman Pass est quand même un énorme succès de la mise en service du LEX, puisque la tarification unique existe, le Léman Pass. Après, elle peut être amenée évidemment à être encore modifiée. Mais je veux là encore rappeler une fois à quel point c'est une clé du succès et pourquoi aujourd'hui il y a un tel succès au LEX, c'est aussi grâce à cette tarification unique. Donc après, on peut toujours la modifier, la faire évoluer, mais c'est d'abord un énorme succès unique en France sur du ferroviaire, transfrontalier, etc. Alors, je me tourne vers les trois dames pour répondre à une question qui a été évoquée au tout début de cet après-midi lorsque nous avons situé les enjeux climatique des Sermes, nous ne pensions pas seulement à la décarbonisation de la mobilité, mais aussi à la façon de construire la ville qui pouvait en découler grâce à une urbanisation plus concentrée aux abords des gares et donc une densité à accepter. Mais tout ça ne va pas de soi, je pense, pas plus que dans le domaine du pouvoir d'achat. Il y a des réalités objectives et puis il y a l'adhésion ou pas des populations. Mais est-ce qu'il y a déjà des éléments de bilan? Est-ce qu'il y a une ambition sur ce plan-là? Alors, non, mais c'est là toute la question en fait. Comme on sait aujourd'hui, quand on a un habitat dispersé, quand on a des villas qui se construisent, des villages qui s'agrandissent sur du périphérique, on sait qu'on ne pourra pas avoir un bus devant chaque maison, c'est pas possible. Et donc toute l'idée en fait de l'aménagement du territoire qu'on essaye de reconstruire avec l'Interscot au pôle métropolitain, avec un certain nombre d'outils dont on se dote, et notamment pour essayer aussi de contrôler aussi cette hausse de la démographie, avec les questions de pression foncière, avec la ZAN. Tout ça nous amène à vouloir effectivement de toute façon densifier là où il y a les transports publics.
de toute façon. Donc de faire des BHNS et de construire le long des BHNS et pas de construire dans des immeubles, des collectifs qui sont loin de tout et qui demandent encore plus de transport en véhicule. Et là aussi, il y a une différence aussi entre la France et la Suisse. En Suisse, quand on fait un grand projet, on a des études d'impact environnementaux sur la santé qui sont obligatoires. En France, c'est pas obligatoire. Et c'est vrai que la santé environnementale, enfin moi, c'est un petit peu, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est aussi un petit peu mon dada. Et donc, c'est vrai qu'on sait que plus de 50% de la santé provient de l'aménagement, de l'environnement, des conditions de vie, etc. Et donc du coup, si on est obligé d'être toujours dans sa voiture et de faire 3/4 d'heure en voiture pour aller travailler, alors qu'on pourrait avoir des transports publics, on pourrait y aller à pied, on pourrait faire un certain nombre d'autres choses, et que l'ensemble des aménagements soient construits correctement autour de tous les services et on sait qu'on ne pourra pas déployer des services devant chaque maison isolée. Voilà, c'est un petit peu l'objectif, mais comme vous le savez, c'est pas facile parce que il faut arriver à acculturer, à faire comprendre aussi que cette densité est importante et donc la maison individuelle avec son petit jardin, finalement, ça sera peut-être pas pour... c'est peut-être un modèle qui a vécu et qu'aujourd'hui, on doit construire différemment. Et ça, ce sont toutes des choses qui sont aussi pédagogiquement aussi à faire accepter. Et puis aussi, c'est pour ça que ça s'appelle une transition, c'est qu'on doit passer d'un point A vers quelque chose d'autre. Et la difficulté, enfin moi voilà, je suis vice-présidente à Massaglo en charge de la transition énergétique et de la stratégie des mobilités. Et la difficulté, c'est de construire le territoire de demain avec l'acceptabilité sociale et les pratiques d'aujourd'hui. Et là, les grands aménagements, ça fait partie de ces questions. Et c'est pour ça qu'on travaille à des échelles, en tout cas un peu plus grandes que juste une simple PCI, surtout quand on a des enjeux sur un territoire comme le Grand Genève. Peut-être en allant vers une vision territoriale transfrontalière 2050 qu'on a essayé de construire et d'essayer de montrer qu'on va essayer d'y arriver justement avec ce genre d'outils. Sur la partie suisse, alors, du Grand Genève. Oui, nous, je voulais juste compléter ce qui a été dit. Effectivement, on a travaillé sur la vision territoriale transfrontalière 2050. On travaille sur la ville des courtes distances. On regarde comment, effectivement, améliorer les transports collectifs. Et on a à Genève aussi un écoquartier, ce genre de choses qui se développent. Donc, on travaille à ce genre de thématiques. Ouais. Et on travaille quand même en commun au niveau du Grand Genève. Et la région, est-ce qu'elle a aussi une volonté dans le domaine de la sobriété foncière? Mais forcément, la région, elle fait aussi le constat, la région, que lorsqu'elle densifie des corridors ferroviaires, on a des logiques de densification de l'habitat à proximité. Donc, on est effectivement dans ce partage et dans cette vision complémentaire. Très bien. Merci infiniment à